Bonsoir à tous. À la une de ce journal, coup de tonnerre sous le ciel du Cameroun. Des restrictions de visas américains sont désormais imposées à tous ceux qui favorisent l'enlisement d'une guerre fratricide ayant fait plus de 3000 morts dans les régions anglophones du Cameroun. Cette décision des États-Unis d'Amérique intervient au moment où l'ONU martèle qu'il n'y a pas de solution militaire à la crise qui sévit dans le nord-ouest et le sud-ouest devant la montée des violences ciblées et tournées vers des écoles, des civils et des travailleurs humanitaires qui sont les personnes ciblées dans le cadre de la mise en œuvre de ces sanctions américaines. Pourquoi l'ONU insiste sur la réconciliation, le dialogue inclusif et la main tendue vers la diaspora camerounaise? Ce soir, Equinox vous donne les clés pour comprendre les enjeux internationaux de ce durcissement de ton au sein de la communauté internationale. Pas de commission parlementaire en vue pour faire la lumière sur les différents scandales financiers, notamment le Covid-Gate. Le président de l'Assemblée nationale, lui, estime que les parlementaires doivent laisser la justice faire son travail. Pourtant, ces scandales sont hautement préoccupants pour les parlementaires. Ils l'ont fait savoir à l'ouverture de la session ordinaire du mois de juin. Vous les écouterez au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Tous ceux qui sont accusés de saper la paix au Cameroun sont désormais interdits de séjour sur le sol américain. C'est une décision du secrétaire d'État américain Anthony Blinken annoncée dans la soirée de lundi. Des restrictions de visas américains ciblant toutes les personnes impliqués dans l'aggravation de la crise sociopolitique et l'enlisement d'une guerre fratricide ayant fait plus de 3000 morts dans le nord-ouest et le sud-ouest. Une décision des États-Unis qui intervient dans un contexte particulier. Le représentant du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale a fait le point sur la situation du Cameroun. Il a dit qu'il n'est pas favorable à la solution militaire. L'ONU le réitère et encourage les autorités camerounaises à tendre la main vers la diaspora camerounaise et à initier un véritable dialogue inclusif. On voit tout cela dans ce reportage signé Gladys Cessidier. De visa pour les ennemis de la paix au Cameroun. Il s'agit de nouvelles sanctions américaines qui visent ceux qui sapent la paix et incitent à la violence, aux menaces contre les défenseurs de la paix ou les travailleurs humanitaires déployés au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun. Le secrétaire d'État américain indique que son pays est profondément préoccupé par la poursuite des violences dans les deux régions anglophones. Par conséquent, les États-Unis appellent de nouveau le gouvernement camerounais et les groupes armés séparatistes à mettre fin à la violence et à engager un dialogue sans conditions préalables pour résoudre pacifiquement la crise. Ils appellent toutes les parties prenantes concernées au Cameroun et dans la diaspora à s'engager de manière constructive à rechercher une solution pacifique à la crise. Si ce n'est pas la première fois que les Américains font de telles propositions au Cameroun, cette fois, ils ont décidé d'imposer des restrictions de visa aux personnes soupçonnées d'être responsables ou alors de l'entrave de la résolution de la crise anglophone. Une décision qui, selon les États-Unis, reflète l'engagement à faire avancer le dialogue et à respecter les droits de l'homme. C'est une sortie du secrétaire d'État américain qui intervient après celle des Nations Unies. L'ONU condamne les violences incessantes dirigées contre les civils, les écoles, les personnels et les biens des Nations Unies et des organisations humanitaires dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Les Nations Unies indiquent qu'il n'y a pas de solution militaire à la crise qui sévit dans ces deux régions et encouragent les autorités camerounaises à donner la priorité au dialogue inclusif et à la réconciliation, ainsi qu'à promouvoir la mise en œuvre des recommandations issues du grand dialogue national. Les autorités camerounaises sont également encouragées à tendre la main aux membres de la diaspora qui n'ont pas participé au dit dialogue.
Et dans la quête d'une solution miracle pour le retour de la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, la voix des femmes s'est aussi fait entendre. Elles sont une vingtaine à avoir saisi le Conseil de sécurité de l'ONU afin que le sujet du Cameroun soit inscrit à l'ordre du jour des débats de cette institution. Elles ont dans leur lettre demandé aux Nations Unies de faire pression sur les dirigeants camerounais afin que cessent les tensions au nord-ouest et au sud-ouest, ainsi qu'à l'extrême nord. Des conflits qui ont fait au moins 10 000 morts et fait 1 million de déplacés internes et 60 000 réfugiés, selon les femmes leaders du Cameroun. Avec ces restrictions de visa, les États-Unis d'Amérique envoient un message clair à ceux qui sapent la paix au Cameroun. Ces personnes et les membres de leur famille immédiate ne sont plus éligibles au visa américain et avantages du système d'immigration américain. Selon une information exclusive, le département d'État américain a mené une enquête de manière approfondie sur les cas de violence au Cameroun, ce qui lui a permis d'identifier les personnes responsables et complices qui se livrent ou incitent à la violence continue, les auteurs de violations des droits de l'homme, les personnes qui profèrent des menaces contre les défenseurs de la paix et les travailleurs humanitaires sur le théâtre de la crise anglophone. D'après les investigations d'Equinox Télévision, ces restrictions peuvent s'appliquer à toute personne qui aurait besoin d'un visa pour entrer aux États-Unis d'Amérique. Interrogée sur l'identité des personnes ciblées, la diplomatie américaine affirme que ces restrictions de visa peuvent s'appliquer aux responsables, représentants actuels et anciens du gouvernement, les personnes associées à des groupes armés non étatiques et d'autres personnes soupçonnées de saper la paix au Cameroun. Les États-Unis notent cependant que ces sanctions diplomatiques sont individuelles, confidentielles, et l'identité des personnes ciblées n'a pas été dévoilée jusqu'ici. Cependant, ils prennent au sérieux l'impact de cette politique de restriction des visas et estiment que c'est une manière pour eux de participer à la progression vers la résolution pacifique de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et concernant cette crise, Human Rights Watch et le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale appellent à la libération de tous les défenseurs des droits humains interpellés sur le théâtre de la crise anglophone. Dernière interpellation en date, c'est celle de l'avocat de Sisiku Ayuk Tabé dans les régions anglophones, alors qu'il séjournait pour mener des investigations sur des allégations de violation des droits humains. Des précisions avec Sédik Chouna et Kediara. Human Rights Watch demande la libération de Maître Amongwatani Nicodemus, l'un des avocats de Sisiku Ayuk Tabé, détenu depuis près d'une semaine dans le cadre de la crise anglophone. Il est accusé d'incitation au terrorisme. Dans le dernier rapport de l'organisme sur la question, la détention de l'avocat intervient dans le cadre de la répression de grande ampleur au Cameroun contre l'opposition et la dissidence. Il fait partie des dizaines d'opposants ayant critiqué le gouvernement, de défenseurs de droits humains, de journalistes arrêtés ces dernières années. Être en possession des photographies qui fournissent des preuves d'abus commis dans les régions en crise n'est pas un crime, encore moins un acte d'incitation au terrorisme, poursuit Human Rights Watch, avant d'appeler à la libération immédiate de l'avocat. Dans le même temps, le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, le REDAC, exige la libération immédiate et sans condition de l'avocat au barreau du Cameroun et conseil de Sisiku Ayuk Tabé, détenu au secrétariat d'État à la Défense, ainsi qu'une enquête indépendante, impartiale, internationale, nationale et régionale sur le massacre des civils dans l'arrondissement d'Ako, département du Ndonga-Mantung, région du Nord-Ouest. L'organisation de la société civile, qui a ses locaux à Douala, apporte également son soutien à tous les défenseurs des droits humains et avocats, tout en incitant l'Union africaine via la Commission des droits de l'homme et des peuples à en faire de même. Alors que la communauté internationale durcit le ton contre le Cameroun, dénonçant le faible engagement des autorités pour une résolution pacifique de la crise anglophone, des députés issus de la majorité exaltent
les actions gouvernementales pour mettre fin aux violences dans le nord-ouest et le sud-ouest. Quant au président de l'Assemblée nationale, il s'est montré peu favorable à l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire pour faire la lumière sur le Covid-Gate. Les réactions des députés, c'est dans ce reportage signé Joël Essengue et Guy Zogo. L'Assemblée nationale n'a pas esquivé la question du Covid-Gate. Lors de la séance d'ouverture de sa session de juin, dans son discours, Kavaye Djibril, le président de cette chambre du Parlement, a appelé à attendre la fin des enquêtes en cours. Je voudrais prier les compatriotes de bien vouloir attendre les conclusions des investigations. N'allons pas vite en besoin. Évitons tous les charges à travers les médias et autres réseaux sociaux, au risque d'exposer certains citoyens à la vindicte populaire. Restons sereins. Une position partagée parmi les députés du RDPC. Respecter le secret de l'instruction judiciaire, respecter également la présomption d'innocence et de ne pas livrer à la vindicte populaire un certain nombre de personnes qui sont plus ou moins soupçonnées. Le SDF, lui, par l'entremise de son vice-président Joshua aussi, a relevé l'impératif qu'il y a à faire plus d'efforts lors de cette session. La session de juin est consacrée au débat d'orientation budgétaire et donc il nous rappelait à nos autres obligations du moment, c'est-à-dire les obligations conjoncturelles avec la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest et aussi tout ce que nous devons faire pour faire en sorte qu'on sorte de cette pandémie du Covid-19. Quant à son sort au SDF, il s'est montré serein. Mes cheveux gris viennent des problèmes que le RDPC crée dans ce pays et pas de ceux qu'on a en interne. Je suis serein, il n'y a que des arbres fruitiers avec des gros fruits qui sont attaqués par les passants. Il n'y a absolument aucun problème. Si vous aurez eu des doutes sur ma sérénité, vous ne serez pas venu vers moi m'interviewer. Autre point évoqué par le président de l'Assemblée nationale dans son discours, la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest. Kavaye Djibril a resservi un argument de plus en plus récurrent. Répondant à l'appel du chef de l'État, des anciens séparatistes du nord-ouest et du sud-ouest se sont rendus, déposant dans la prière de l'Val. D'autres fantômes continuent leur dangereuse odyssée, mais l'armée nationale veille au grain, assurant ses missions régaliennes en toute efficacité. C'est sur la question des armes en circulation, tout en se félicitant de l'interdiction de celles traumatiques par le ministre de l'administration territoriale, qu'il a souligné l'urgence qu'il y a à agir sur cette question. Les informations à notre disposition font état de près de 7000 armes illégalement en circulation. Il est urgent de circonscrire ce phénomène. Il constitue une menace pour l'intégrité physique des citoyens et même pour la sécurité de l'État. Rien pourtant ne garantit que les débats dans l'hémicycle suivront sur ces questions lors de cette session. Au Sénat, c'est Marcel Nyat-Ndifendi qui a présidé à l'ouverture de la deuxième session parlementaire de l'année 2021. Ça s'est déroulé au Palais des Congrès de Yaoundé. Dans son discours de circonstance, il a relevé pour le regretter une série de décès qui a secoué les deux chambres du Parlement pendant l'intercession. Au Sénat, il s'agit du doyen d'âge Chief Victor Mokete et l'ancien vice-président de la Chambre haute du Parlement, Simon Achidi Achou. Il a également insisté sur le contexte sanitaire qui reste préoccupant malgré une relative accalmie. À la fin de cette session, de cette séance d'ouverture, les sénateurs se sont montrés préoccupés par le scandale de détournement présumé des fonds investis dans le plan de riposte contre la Covid. Ils souhaitent cependant un heureux aboutissement aux enquêtes en cours. Celles-ci devraient permettre de pouvoir arrêter et juger les personnes qui ont été en indélicatesse avec les fonds publics, notamment les fonds du Fonds monétaire international.
Vive tension au lieu dit Essengue dans la capitale économique du Cameroun. Un projet d'aménagement de cette zone portuaire se heurte à la réticence des populations installées sur cette zone. Elles déplorent la non prise en compte de leurs doléances, notamment un recasement qui avait été promis lors de l'initiation de ce projet au départ. Elles ont bloqué la circulation et manifesté leur colère. Malgré l'intervention des forces de l'ordre, la situation est restée intenable durant toute la journée. C'est le constat que font Equaclaude, Dalastana et Martin Abanda dans ce reportage. Plus d'une centaine de camions en arrêt au lieu dit Nouvelle Route Essengue. La cause est la voie barrée à l'usage par les populations de la dite zone. Elle déclare que l'entente entre elle et le PAD, en présence du sous-préfet, prévoyait la construction d'une seule route. Sauf qu'aujourd'hui, d'après les riverains, l'opération de marquage est allée un peu plus loin que prévu, d'où le courroux de ces derniers qui se voit déjà être expulsé de façon abusive. La situation de Essengue est celle d'un déguerpissement arbitraire de la part du port. Et nous, la population de Essengue, nous sommes fatigués. Nous en avons marre de cette situation parce qu'il est inadmissible que le port débarque un matin et nous demande de déguerpir de notre quartier. Nous sommes nés dans ce quartier. Que le port vienne nous clarifier les choses. Et effectivement, le sous-préfet est venu ici, il nous a rassuré qu'il était question de construire une seule route. Il était question de construire une seule route. Mais à notre surprise, à la grande surprise, on se rend compte que ce n'est plus une seule route, mais plutôt c'est des routes. Il y a environ 4 routes dans un seul quartier. Depuis plus d'une trentaine d'années aujourd'hui, Essengue connaît une vie sociale paisible, à n'envier aucune autre localité. Entre infrastructures scolaires, religieuses et centres de santé, une harmonie règne entre les différentes composantes. Le trouble de cette vie paisible surgit le 3 juin. Ces mêmes populations ont manifesté leur désarroi. Un mécontentement qui finit par impacter les activités menées sur le site de la zone portuaire. Le matin, on est bloqué depuis 6 heures. Le manga gagne du patron, ça nous pénalise beaucoup. On est arrivé ici depuis 6 heures, on veut porter le conteneur jusqu'à là, on est bloqué. On ne connaît pas à quelle heure on va quitter ici. Donc maintenant, il faut porter le conteneur avant de rentrer, sinon on ne sait pas pourquoi on est venu. On part jusqu'au Congo avant. C'est un conteneur qui va au Congo et on nous attend avec ça d'urgence. On est obligé de porter avant de sortir. Pour le port autonome de Douala, la démarche est celle de faire comprendre aux populations d'Essengue installées sur les emprises du domaine public qu'il est question de développement du port. Pour avoir le cœur net, nous avons essayé à moult reprises de rencontrer le directeur général adjoint. Ce rendez-vous décroché finira par accoucher d'une souris, puisque le vigile et la secrétaire nous mèneront sur un jeu de ping-pong. Pour ces nombreuses familles d'Essengue, elles attendent une note d'espoir qui viendra, d'après elles, des pouvoirs publics. Autre lieu de tension à Douala, c'est dans le 5e arrondissement, au lieu dit carrefour des immeubles à Koto, là où un engin lourd a perdu ses freins lors de son travail. Un compacteur est allé écraser des motos garées au carrefour des immeubles à Koto et un moto-taximan a été tué. Cela a suscité la colère de ses collègues conducteurs de moto-taxi. Vous voyez donc l'engin lourd à l'origine de la tragédie survenue ce jour au lieu du carrefour des immeubles à Koto, dans le 5e arrondissement de Douala. Et cette scène a suscité la colère des autres conducteurs de moto, attristés devant la disparition de l'un des leurs. Ils ont tenté d'incendier l'engin lourd. Il a fallu l'intervention énergique des forces de maintien de l'ordre et la pulvérisation, vous le voyez, de cette eau pour éloigner les conducteurs de moto en furie. C'était la débandade totale au lieu dit carrefour des immeubles à Koto, journée de haute tension dans le 5e arrondissement de Douala. Parlons à présent du baccalauréat, de l'enseignement secondaire et les épreuves pratiques du DCE Advanced Level. Les candidats ont été soumis
pour le bac aux épreuves de littérature, langue française, philosophie informatique. Ils ont pu apprécier déjà au terme de cette première journée la teneur de cet examen officiel et comment ils comptent appréhender les autres épreuves à venir. Des précisions avec Cédric Ding et Danny Warren, Z2. Première journée d'examen. Ce sont plus de 200 000 candidats au baccalauréat de l'enseignement général sur l'ensemble du triangle national qui ont répondu présent. Au lycée bilingue de Ndokpassi dans le 3e arrondissement, c'est le calme plat qui règne. Occasion pour le proviseur de passer en revue les troupes. Pour le moment, tout est sous contrôle. Les candidats, nous les avons accueillis le matin sans trop de difficultés et pour le moment, ils sont installés. Les épreuves sont sorties déjà pour le comptage et nous attendons à 8 heures pour le coup d'envoi. Nous avons 859 candidats inscrits régulièrement. Oui, notamment les terminales, le baccalauréat A4 espagnol, A4 allemand, C et D, ainsi que les candidats libres scientifiques. Dans les salles d'examen, l'heure est à la concentration. Au programme, littérature, philosophie ou encore langue française et informatique. Des épreuves qui requièrent un certain doigté de la part des candidats. Une journée qui a démarré sur les chapeaux de roue, malgré quelques absences. Oui, à l'instant, nous dénombrons 6 candidats absents parce que l'heure indiquée déjà arrive à son terme. Donc il y a un candidat en série A4 allemand absent, 3 en série C et 2 en série D. Donc au total, nous avons 6 absents sur 859 candidats inscrits. Au lycée bilingue de Bobongo, toujours dans le 3e arrondissement, l'atmosphère est tout aussi studieuse côté candidat au baccalauréat. Dans le cas du sous-système anglophone, c'est l'heure de la pratique pour les candidats au GCE Advanced Level, série scientifique. Dans les laboratoires prévus à cet effet, les élèves s'activent. Journée satisfaisante dans l'ensemble pour le proviseur. Nous avons sur les 882 candidats qui présentent le baccalauréat dans notre sous-centre. Jusque-là, après 1 heure, le lancement de la première épreuve, nous enregistrons 4 absents. Quand nous faisons le pourcentage, on se rend compte que c'est très satisfaisant. Pour ce qui est des épreuves pratiques au GCE, tous les candidats programmés pour ce jour sont jusque-là présents. Et il n'y a pas d'incident en termes de candidats qui n'aient pas trouvé son nom sur la liste. Nous n'en avons pas enregistré ce matin. Une première journée d'examen qui donne le la pour les 4 jours restants. Objectif pour les candidats, décrocher le précieux sésame. Les services de la Direction générale des impôts ont été l'objet d'un cambriolage dans la nuit de lundi à ce mardi. Les premières constatations font état de plusieurs bureaux saccagés dans la quasi-totalité des 11 étages de la tour principale de l'immeuble abritant la Direction générale des impôts. C'est du moins ce que révèle le ministre des Finances. Il note que les enquêtes d'usage ont été ouvertes par les services de la gendarmerie et de la police sous la supervision de monsieur le procureur de la République, et cela permettra de clarifier les circonstances de ce cambriolage et d'en identifier les auteurs. Et dans l'intervalle, le ministre des Finances tient à rassurer l'ensemble des contribuables que l'administration fiscale continuera à délivrer les services auxquels ils ont droit sans perturbation majeure. Le ministre des Finances qui annonce qu'il y a eu cambriolage dans plusieurs bureaux de la quasi-totalité des 11 étages de la tour principale de l'immeuble siège de la Direction générale des impôts à Yaoundé, un immeuble qui venait d'être inauguré avec des caméras de surveillance et tout un dispositif sécuritaire. Parlons à présent de ce nouveau passeport ordinaire au Cameroun. Le timbre coûtera 110 000 francs CFA au lieu de 75 000 francs CFA, une mesure qui entre en vigueur dès le 1er juillet 2021. Cette information est contenue dans une ordonnance du chef de l'État qui modifie la loi des finances de l'exercice budgétaire 2021.
Un passeport numérique, annonce la police, visant à lutter contre l'établissement de faux documents et sécuriser l'identité des Camerounais. Explication dans ce compte rendu signé Gizogo. Le processus d'acquisition du passeport va changer du tout au tout au Cameroun. Cette annonce a été faite par le secrétaire général de la police au cours d'une conférence de presse à Yaoundé. Il consistera à partir de votre téléphone Android ou dans un cybercafé en l'ouverture en ligne du dossier de demande de passeport à travers le site internet de la DGSN dédié à cet effet. Le paiement électronique par mobile money ou par carte de crédit des frais de délivrance du passeport, la prise de rendez-vous en ligne pour l'enrôlement. La production du nouveau passeport camerounais, dont la charge échoit au consortium allemand INCM Ogentik, se fera selon la police dans des délais courts et relativement simplement. Toute demande ne faisant pas l'objet d'un rejet sera traitée et le document y relatif produit en 48 heures après l'enrôlement. En cas de rejet, un mail et un SMS précisant le motif et la conduite à tenir seront envoyés instantanément aux demandeurs aux adresses électroniques et numéros de téléphone renseignés pendant le pré-enrôlement. La phase de transition actuellement en cours, précise la délégation générale à la sûreté nationale, se poursuivra jusqu'au 15 juin dans les représentations diplomatiques et au 23 juin au Cameroun. La mise en service effective du système de production des nouveaux passeports biométriques est fixée au 1er juillet 2021. Par conséquent, les enrôlements débuteront à cette date dans tous les commissariats à l'immigration ainsi que dans les représentations diplomatiques du Cameroun. Parmi les innovations qu'annonce la délégation générale à la sûreté nationale, il y a les investissements qui seront réalisés par l'opérateur dans le cadre d'un contrat de type Operate Transfer qui verra ce système transféré au Cameroun après 10 ans d'exploitation par INCM Ogentik. Mais en retour, le coût du passeport connaît un bond en passant à 110 000 francs CFA après une ordonnance du chef de l'État corrective du budget 2020. Pour la délégation générale à la sûreté nationale, c'est l'heure de la fin des tracasseries dans l'acquisition du passeport au Cameroun. Le nouveau système viendra non seulement sécuriser davantage les passeports camerounais, mais également simplifier et moderniser la procédure de délivrance des 10 passeports. Il y a par conséquent lieu de rassurer que les longues files d'attente, très souvent observées devant les commissariats à l'immigration, ne seront plus qu'un triste souvenir. Le grand public, lui, n'attend certainement que de voir les effets concrets de ce changement annoncé. C'est l'une des vidéos les plus virales sur les réseaux sociaux, cette scène qui s'est déroulée en France lors d'une visite du président Emmanuel Macron à l'extérieur de la ville de Valence, lui qui a été, vous le voyez, giflé par un de ses concitoyens. La scène a choqué la classe politique française, mais Emmanuel Macron est resté sur les lieux. D'autres usagers français ont condamné cet acte et ont réitéré leur sympathie à l'endroit du président français. Un homme portant un t-shirt vert qui a giflé le président français avant que des agents n'interviennent rapidement. Le président s'est éloigné avec ses gardes du corps et puis est revenu pour discuter avec les autres concitoyens français. 2 hommes ont été arrêtés à la suite de l'incident. La classe politique française condamne la montée de la violence et de l'extrême droite en France. De la CAN 2022, faisons escale en République démocratique du Congo. Sur ce pays continent, le football y avait été introduit par des colons et missionnaires belges au début du XXe siècle. Ces derniers avaient vite initié les Noirs à la pratique du football, contrairement au protectorat français du Maroc et la Tunisie, où les colons redoutaient une émancipation rapide des Africains. On voit tout cela dans ce reportage signé Warren Zede et Jean-Paul Chouniat. Ce programme vous est offert par Kadibir, notre patrimoine
En Afrique du Nord, le Maroc et la Tunisie, placés sous protectorat français, ont leur ligue affiliée à la Fédération française de football. Mais la création des premiers clubs musulmans dans ces deux pays tend à vouloir changer la donne. Créé en 1919, l'Espérance sportive de Tunis, le club africain en 1920, l'étoile sportive de Sousse en 1925 et le club tunisien de Sfax en 1928. À tout point relié, leur seul leitmotiv intérieur, c'est résister à l'occupant français qui tient à l'œil toutes ces équipes. Le club africain, pour obtenir son agrément de création que voici, fut contraint de modifier sa dénomination de club islamique africain, changer les couleurs de son drapeau rouge et blanc, ainsi que son emblème de croissant lunaire et l'étoile. L'administration coloniale y voyait un espace de contestation de l'ordre colonial établi à Carthage. D'ailleurs, ces rencontres face au le parti des colons se déroulent toujours dans un climat tendu. Au royaume chérifien du Maroc, le Wydad Athlétique de Casablanca est dans la même posture que l'Espérance de Tunis face au Stade gaulois, la résistance à l'occupant français. Son adversaire juré fut l'Union sportive marocaine, club des colons. Le meilleur footballeur marocain, Larbi Ben Barek, y joue d'ailleurs de 1940 à 1945, avant son départ pour le Stade français en Hexagone. Chaque victoire du Wydad de Casablanca sur l'Union sportive marocaine se célébrait mieux qu'une indépendance du pays sous domination française. Ce programme vous a été offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. Un public reportage dans ce journal. L'hôpital régional de Berthois bénéficie d'un important don en matériel et prise en charge des malades. L'initiative est du groupe SABC, Société anonyme des brasseries du Cameroun. C'est à l'occasion de ces journées citoyennes dans la région de l'Est. Reportage. Après Bamenda le 15 avril 2021, c'est au tour de l'hôpital régional de Berthois de recevoir un important don de matériel médical offert par le groupe SABC. Nous sommes arrivés à Berthois dans le cadre des journées citoyennes. C'est des actions que nous menons, comme je l'ai dit tantôt, depuis 2017, qui nous permettent de nous rapprocher des populations, accompagner les populations dans le vécu quotidien et surtout dans la résolution des problèmes. Un matériel médical constitué de 3 aspirateurs chirurgicaux, un aspirateur médical, un popinel de 55 litres et 50 000 abaisse-langues. Du matériel qui arrive à point nommé et qui sera judicieusement utilisé par l'hôpital régional de Berthois. Nous avons initié ce projet et la SABC a donc été la première et la seule pour l'instant à avoir répondu à cet appel du cœur comme entreprise citoyenne. Donc nous ne saurions dire toute notre joie. Nous allons nous montrer dignes de ce don en l'utilisant à bon escient pour rendre service aux patients dont nous devons nous occuper quotidiennement. Ces appareils serviront pour le renforcement de la prise en charge des malades et la lutte contre le Covid-19. Je voudrais remercier la Société anonyme des brasseries du Cameroun pour tout ce qu'elle fait dans le cadre social à l'endroit des structures telles que les hôpitaux, les écoles et que sais-je encore. Et vous constatez avec moi que la SABC est vraiment une société citoyenne. Ce geste du groupe SABC rentre dans le cadre de ses missions en cette célébration de ces journées citoyennes. Première entreprise citoyenne au Cameroun, le groupe SABC a fait le choix, à travers les journées citoyennes, d'investir dans la responsabilité sociétale pour assumer son leadership qui est avant tout un leadership social. Toujours à l'écoute de la société, le groupe SABC entend agir promptement en cas de sollicitation. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Allan Otto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Allan. Après Manuel Valls giflé le 17 janvier 2017 à Lamballe dans les Côtes-d'Armor, c'est au tour d'Emmanuel Macron d'être giflé à son tour par son compatriote.
alors qu'il avait engagé un tour dans la France profonde afin de discuter avec les Français sur leurs attentes, leurs préoccupations et d'expliquer ses projets, ses programmes, ses réformes en cours. Une initiative qui intervient à quelques mois seulement d'une élection présidentielle en France. Il a été giflé par un Français qui actuellement est placé en garde à vue et déjà mis sous information judiciaire qui a été ouverte. Son domicile a même été perquisitionné et tout le monde s'interroge sur les mobiles de cet acte alors que celui qui a orchestré la gifle était considéré comme une personne très calme par ses voisins. Cependant, il a été aperçu aux côtés des anarchistes. C'est ainsi que se revendique un nouveau courant idéologique en France. Malgré cela, Emmanuel Macron a reçu une valse de sympathie de la part de la classe politique et des Français qui ont témoigné leur amour, leur intérêt et lui ont demandé d'être tolérant à l'endroit de ceux qui posaient ces actes. Et lui, il a continué à faire le tour de la France. Serge Alain. Voilà, il faudra désormais débourser 110 000 francs CFA pour se faire délivrer un passeport au Cameroun. La police parle d'un passeport biométrique qui sera établi en 48 heures avec une nouvelle sécurisation des données d'identité des Camerounais et l'entrée en scène d'un nouvel opérateur allemand qui devrait contribuer à mettre fin à ces goulots d'étranglement observés durant l'établissement des passeports ces dernières années au Cameroun. Cependant, les Camerounais ont vite fait la comparaison avec d'autres pays ouest-africains, là où l'établissement d'un passeport coûte moins de 50 000, souvent 30 000 francs CFA, est délivré bien plus tôt qu'au Cameroun. C'est Jala. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Bonsoir Cédric Noufélé. Je vous souhaite une bonne soirée, c'est Jala. À très bientôt, Cédric Noufélé. À très bientôt à vous également. Voilà, madame, monsieur, dans un instant, la suite Equinox. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est le temps du débrief avant de comprendre